Le 18h, toute l'actualité politique de ce lundi 26 octobre. Voici les titres. Alors que de mauvais résultats pour l'emploi en septembre sont annoncés, François Fillon douche à nouveau tout excès d'optimisme. Sans croissance à plus de 2%, le chômage ne régressera pas, dit-il. Les prévisions tablent sur une croissance de 0,75% l'an prochain. Deux stratégies à l'œuvre pour les régionales. Quand la droite se présente unie sous l'impulsion de l'UMP, la gauche s'avance divisée au risque de perdre plusieurs régions. Le débat sur l'identité nationale sera lancé le 2 novembre dans toutes les préfectures. Levée de boucliers à gauche et au MoDem pour François Bayrou. L'identité nationale n'appartient pas aux politiques. Nos invités sur ce sujet, le démographe Hervé Lebras, l'essayiste Alain-Gérard Slama et l'historien Daniel Lefebvre. Score sans appel pour le président tunisien Ben Ali, au pouvoir depuis 22 ans, réélu pour 5 ans avec 89,62% des voix, pour la première fois en dessous de 90%. Les opposants y voient une volonté du pouvoir de soigner son image, mais Ben Ali reste mieux élu que bien d'autres chefs d'État, africains notamment, comme Robert Mugabe au Zimbabwe, où le scrutin est qualifié de farce par l'Occident. La confirmation est venue ce week-end, c'est en ordre dispersé que la gauche se lancera au régional. Une légèreté dénoncée par Roger Gérard Schwarzenberg, le président d'honneur des radicaux de gauche, face au rassemblement à droite autour de l'UMP. PS, PCF et Verts feront donc liste séparée au premier tour, l'attitude à adopter vis-à-vis du MoDem étant un facteur supplémentaire de querelle. Marie Brémaud. La maison commune de Martine Aubry prend l'eau. Après les écologistes, c'est au tour du front de gauche de vouloir affirmer son identité propre. Le parti communiste et le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon partiront seuls au premier tour. Nous proposons la constitution d'un large front de gauche, c'est-à-dire avec nos partenaires, le parti de gauche, la gauche unitaire, tel que nous l'avions fait aux européennes. Mais là, nous appelons les autres forces de gauche qui veulent vraiment que la gauche réponde aux revendications sociales, aux revendications populaires, à se rassembler au premier tour pour donner à voir que nous ne sommes pas pour les alliances avec la droite. Face à une droite unie, l'opposition apparaît dispersée, le Parti socialiste affaibli, incapable de rassembler autour d'un projet. Et pourtant, la division au premier tour ne présage pas forcément d'un mauvais résultat, car les partis à la gauche du PS peuvent amener des électeurs populaires vers les urnes. Ces catégories populaires qui sont très abstentionnistes se sont massivement abstenues lors des dernières élections européennes. Cette diversité peut permettre, sur les thèmes populaires, de mobiliser et d'assurer un bon report de voix lors du second tour. Quant au MoDem, lui aussi, il fera cavalier seul au premier tour, mais reste ouvert à un rassemblement au second. Il s'agit très clairement de marquer ce choix de l'opposition et d'appliquer à ce choix de l'opposition toutes les logiques et dans le rassemblement, de travailler avec les autres forces politiques qui s'inscrivent dans l'alternance. À 4 mois des élections, le paysage électoral apparaît bien différent de celui de 2004. La gauche, alors unie, avait remporté 20 régions. Le porte-parole du PS, Benoît Hamon, sera candidat au régional dans les Yvelines, annonce Jean Peluchon, qui conduira la liste dans ce département. Plus embarrassant pour le PS, le sort qu'il convient de réserver à Julien Drey, qui n'est toujours pas tranché. La hausse du chômage, je vous le disais, progression au mois de septembre. Le nombre d'inscrits au chômage a progressé de 44 500 personnes pour les chômeurs, même en activité réduite. Ordonnance de non-lieu rendue aujourd'hui par le juge d'instruction dans l'affaire de la collision d'une voiture de police et d'une moto à Villiers-le-Bel il y a tout juste 2 ans. Le 2 roues est la cause exclusive de l'accident. Les policiers sont donc hors de cause, selon la juge. Les familles des 2 adolescents qui avaient trouvé la mort vont faire appel de ce non-lieu. Après les violents affrontements entre supporters parisiens et marseillais hier, François Fillon se prononce pour un préavis de 24 heures avant toute annulation de match, y compris à cause de la grippe A. Dans un instant, le président de la FNSEA nous dira donc ce qu'il attend de Nicolas Sarkozy. Demain, discours très attendu du chef de l'État à Poligny dans le Jura. Vous le suivrez d'ailleurs en direct à la mi-journée sur Public Sénat. Cela à l'heure où aucun secteur agricole n'est désormais épargné par la crise. Fabrice Cunet. Donc dans l'enveloppe, il y a une lettre pour les parlementaires avec une lettre ouverte au président de la République et les contributions de jeunes agriculteurs à la loi de modernisation agricole. Les jeunes agriculteurs n'ont pas attendu la présentation du plan d'urgence pour maintenir la pression. Dans leur courrier, ils réclament notamment la tenue d'un grand audit national face à une crise sans précédent. En attendant, ils espèrent l'annonce de mesures symboliques. Mesure phare pour la conjoncture immédiate, c'est
de l'aide à la trésorerie, une réelle aide à la trésorerie pour les jeunes notamment, de pouvoir leur donner une bouffée d'oxygène en reportant leurs échéances d'emprunt par exemple. Et une mesure phare sur le structurel, alors il y a, pas forcément une mesure précise, mais un état d'esprit, c'est une discussion au niveau européen pour tout ce qui va être régulation sur les filières. Toutes les filières sont concernées par le plan d'urgence présenté ce mardi par le chef de l'État. Le montant de l'enveloppe n'a pas filtré, mais la FNSEA réclame au moins 1 milliard d'euros. Ça me semble quand même assez élevé par rapport à la fois aux compétences, aux capacités budgétaires de la France et puis aussi à sa capacité avec les textes européens à faire des politiques nationales. Puisque l'agriculture, depuis 1957, c'est le traité de Rome, on n'a normalement pas le droit de faire des aides nationales puisqu'il y a une politique communautaire ambitieuse. La marge est donc étroite. Qu'importe, François Fillon a livré quelques pistes. Prendre en charge les cotisations ou les intérêts d'emprunt, par exemple. Il a surtout promis une politique sur le long terme. Le président de la FNSEA avec nous dans quelques secondes. D'abord cette information. Marie-Georges Buffet demande au nom du PCF le retrait d'une publicité pour un fromage. Cette publicité, voyons-la, oubliez le Cantal, ça peut être fatal. Chantal, t'as pas oublié le Cantal? Oublier le Cantal, ça peut être fatal. Voilà pour cette publicité destinée à être diffusée encore de longs mois. Publicité sexiste, dénonce la secrétaire nationale du PCF. Une publicité selon elle qui place la femme dans une position de soumission à l'autorité des hommes. Jean-Michel Lemétayer, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes choqué, vous également, par cette publicité sexiste ? Non, parce que si celle-ci est sexiste, alors il y en aurait bien d'autres. Parce que le nombre de fois où dans les publicités la femme est sollicitée, je pense que non. J'ai plutôt envie de dire que effectivement, faut pas oublier le Cantal. En fait, faut toujours avoir du fromage dans ses paniers. Hein. Le Cantal et bien d'autres. Tout est bon pour vendre du fromage, y compris ces images qui sont jugées aliénantes par Marie-Georges Buffet en tous les cas. Oui, enfin, c'est un jugement de Marie-Georges Buffet. Je pense que ce sera pris de manière plus humoristique de la part, je pense même des consommateurs et des consommatrices. Bon, c'est elles qui effectivement peuvent acheter parfois le fromage. Il faut qu'elle retrouve un peu d'humour, Madame Buffet. Bon, mais c'est vrai que cette publicité ne met pas en avant le produit, mais plutôt la soumission de la femme. Hein. Bon, j'en suis pas certain parce que on parle d'abord du Cantal. Le Cantal, c'est un fromage important pour l'Auvergne, oui. Hein, au même titre que le comté. Le président de la République demain est en Franche-Comté, donc on entendra plus parler du comté peut-être demain. Et puis si on est en Savoie, on a d'autres appellations d'origine. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que de voir l'importance de nos produits de terroir, ça fait partie des sujets de notre agriculture. Alors vous l'avez dit, Jean-Michel Lemétayer, du Cantal au Jura, Poligny étant la capitale du comté, et la Franche-Comté étant la région de France où les producteurs d'ailleurs ont su se regrouper pour vendre leur lait à bon prix. On en parle tout de suite. Donc 3 questions à suivre sur la crise agricole. Première question, Jean-Michel Lemétayer. Si Nicolas Sarkozy veut rassurer le monde agricole, est-ce qu'il lui faudra s'adresser à tous les secteurs? Car tous aujourd'hui sont touchés par la crise. Il est très attendu par tous les secteurs de production, comme l'a démontré notre mobilisation du 16 octobre, parce que on a trop focalisé. Il fallait le faire sans doute sur le dossier laitier, mais on a oublié de la crise des fruits et légumes, de la viande bovine, de la production porcine et même des céréales. Même des céréales. Donc, et la viticulture, parce qu'il a fallu attendre la récolte, mais on sait que les marchés ne sont pas bons. Donc en fait, on a des marchés complètement déprimés sur tous les secteurs de production. C'est la raison pour laquelle j'ai réclamé depuis plusieurs semaines cet important plan. Et donc, et dans un premier temps, ce ballon d'oxygène indispensable aux trésoreries de nos exploitations. Et pourquoi partout cette même chute des cours? Je pense que d'abord, on assiste à la conséquence de la crise économique. Oui. La demande s'est raréfiée, y compris d'ailleurs chez nous. Parce qu'avec la montée du chômage, il y a des conséquences sur la consommation, y compris alimentaire, même si manger est une nécessité, on voit bien que les gens sont prudents dans leurs achats. Et puis alors, le marché à l'exportation, parce que l'Asie, tous ces pays en développement, ces pays émergents, tiraient largement la consommation sur certains grands secteurs. Et là, le ralentissement est très net. Et donc, c'est vrai que le marché, les marchés sont plutôt sont déprimés parce qu'ils sont finalement engorgés. Il y a de l'offre.
je pense que la production mondiale s'était mise au diapason des besoins de la planète. Je crois qu'il y a des raisons d'avoir aussi de l'espoir, parce que on parle d'augmentation de la population, de forte augmentation de la population mondiale. De la consommation. Il faudra bien la nourrir. Mais nous traversons une période très difficile. J'étais la semaine dernière au Canada, dans le cadre d'un séminaire avec mes collègues canadiens et États-Unis, et quand j'ai vu le cours du porc à 70 centimes d'euros, quand il est chez nous déjà très bas à 1 euro, je me dis que cette crise est mondiale. Alors on parle des faillites d'entreprises beaucoup dans l'actualité, Jean-Michel Lemétayer. Qu'en est-il des défaillances des éleveurs ou des agriculteurs, particulièrement les plus jeunes, qui viennent de se lancer? Disons que c'est assez difficile à appréhender, j'allais dire en nombre. Ce qui est sûr, c'est que les trésoreries des exploitations souffrent énormément. C'est difficile à apprécier parce que le paysan est une personne qui se serre la ceinture. C'est-à-dire qu'avant, il doit rembourser la banque quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est justement, je parle évidemment d'évolution des lignes chez le banquier, mais le paysan, avant de tout lâcher, se bat, se serre la ceinture, et il fait même des efforts personnels pour faire face à ces échéances. Vous avez connaissance de cas dramatiques justement de jeunes éleveurs qui lâchent tout? Oui, non. Il y en a. Si, on en a toujours. Le plus possible. Non, mais on en a évidemment dans nos campagnes. Moi, dans les rencontres sur le terrain, on a des jeunes qui souffrent énormément. J'ai eu l'occasion encore de recevoir, non pas ce week-end dernier, mais le précédent, un jeune à qui effectivement la banque dit bon, les choses ne passent plus, faut prendre des décisions. Donc, mais il faut que nous puissions accompagner ces producteurs qui sont en difficulté, parce que c'est indispensable. On n'a pas le droit de laisser sur le bas-côté de la route des producteurs qui sont dans le désespoir parce que les prix sont déprimés à ce point. Alors justement, deuxième série de questions, Jean-Michel Lemétayer. Je suppose que vous attendez du concret demain du chef de l'État, des aides. L'Union européenne, on le sait, a signé un chèque là pour les éleveurs. Alors, vous attendez pour les producteurs de lait. Pour les producteurs de lait. Oui. Malheureusement, l'argent est arrivé? Non, pas du tout. C'est pour 2010. Mais la commissaire à l'agriculture, Mme Fischer-Boel, qui n'était pas du tout volontaire pour faire une aide particulière au secteur laitier, elle l'a dit répété. Elle s'est rattrapée quelques jours après, puisque dès jeudi dernier, dans ce que nous appelons le comité de gestion des produits laitiers, elle a baissé de moitié les aides à l'exportation. Ça veut bien dire qu'elle ne veut pas soutenir le secteur. Elle veut rester dans cette politique très libérale. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez cette fois du chef de l'État? On attend effectivement concrètement des aides, et notamment ce ballon d'oxygène en matière de trésorerie dans les exploitations. J'ai demandé à ce que les banques puissent mettre 1 milliard d'euros sur la table avec des frais financiers pris en charge par l'État. Si on prend 1 milliard d'euros à 3%, c'est en fait 30 millions d'euros de la part de l'État. C'est pas aussi important que les commentaires qui étaient faits tout à l'heure. Dans le plan global, il y a besoin de redonner de la trésorerie, des moyens, des liquidités, on peut dire ça, comme ça a été fait pour le secteur automobile, tout simplement l'année dernière, voire même le secteur bancaire. Un chèque de l'État. L'État, je demande à l'État de prendre en charge les frais financiers du refinancement de la dette de l'année 2009. Ça, c'est une première aide. La deuxième mesure. Vous avez déjà des garanties sur ce point-là? Oui. On a des garanties, mais je ne suis pas sûr que l'effort soit à la hauteur de ce que nous demandons, parce que je demande la prise en charge de la totalité des frais financiers, et les quelques échos que je peux avoir montreraient que l'État ne ferait pas l'effort à cette dimension. La deuxième, qui concerne aussi la trésorerie, c'est ce qu'a demandé la représentante des jeunes agriculteurs dans le reportage. Il faut alléger les charges. D'accord. Et donc, ce sont les charges financières, et notamment pour les jeunes, la prise en charge des intérêts financiers de l'année 2009 serait une bonne mesure. Et je demande aussi une enveloppe importante pour accompagner les agriculteurs les plus en difficulté. On n'a pas le droit de laisser les producteurs sur le bord de la route, et il faut les accompagner. Vous serez satisfait quand le chèque atteindra quelle somme demain? Une autre demande, parce que mais parce que je veux qu'on allège les producteurs agricoles français des taxes qui sont françaises. La taxe sur les produits pétroliers, par exemple, la taxe sur le foncier non bâti, parce que on vient de nous appeler les impôts. La taxe sur le foncier non bâti, c'est plus de 800 millions d'euros demandés à l'agriculture. Je pense. Vous l'aviez déjà dit. La taxe carbone, nous avons obtenu l'exonération de 3/4. J'espère que ça fera, ce sera évidemment confirmé demain. Vous attendez plusieurs chèques, donc il n'y aura plus de chèques à la... Pourquoi je dis ça? Je voudrais qu'on se résume simplement. Une bouffée d'oxygène
en termes de financement dans nos exploitations et un allègement des charges, et c'est sur l'allègement des charges que j'attends un effort de l'État. Il n'y aura plus de chèque à la FNSEA, avait lancé il y a quelque temps Nicolas Sarkozy devant des parlementaires UMP. L'épisode est oublié. Je pense qu'il n'y a jamais d'abord eu de chèque à la FNSEA, c'est évident. Je pense que là, le président a fait une grosse erreur de langage, et que demain, c'est pas un chèque à la FNSEA que nous demandons, mais c'est bien un effort très important de l'État à eu égard à tous les paysans français. Allez, troisième question et dernière question, Jean-Michel Le Métayer. Est-ce que vous pouvez garantir demain un accueil sans violence pour le chef de l'État à Poligny? Peut-être que la violence, vous ne la contrôlez pas vous-même, vous en avez été personnellement la victime, à tel point qu'on peut se demander si parfois la FNSEA n'est pas dépassée. Est-ce que vous garantissez un accueil serein à Poligny demain? Je pense que la mobilisation qui s'est exprimée le 16 octobre, elle s'est faite dans le calme. Plus de 50 000 paysans dans les différentes capitales régionales, tout ça s'est fait dans le calme. Et c'est justement... Et demain, ce sera calme à Poligny? Demain, je pense que les paysans sauront respecter le chef de l'État. Vous avez passé des consignes? Mais pas du tout. Je pense que les paysans ont su montrer leur sens des responsabilités le 16. La situation est suffisamment grave pour que nous nous exprimions nous exprimions cette gravité. Exprimer cette gravité, c'est recevoir correctement le président de la République. À suivre demain, donc, je vous rappelle le discours, on le suivra en direct sur Public Sénat à la mi-journée. Jean-Michel Le Métayer, merci. La suite du 18h, le débat relancé par Éric Besson sur l'identité nationale. Il sera lancé d'ailleurs dès le 2 novembre, partout en France, dans toutes les préfectures, oui ou non, alors que les positions politiques s'accumulent depuis ce matin. S'agit-il d'un débat piégé ? Avant d'en parler avec nos trois invités, le point sur ce thème de l'identité nationale qui revient donc avec force avec Pierre Bonne-Joseph. Un TGV, des juges, une soupe populaire, voilà résumé en quelques images la devise républicaine. En plus d'une formation linguistique, ce film est projeté aux Français naturalisés dans le cadre du contrat de naturalisation voulu par Brice Hortefeux et créé en 2007. Un dispositif incomplet pour Éric Besson. Les étrangers qui arrivent sur notre sol, je voudrais d'abord qu'ils parlent mieux le français. Je pense que sans l'apprentissage de la langue, c'est pour ça qu'on leur propose de le faire dès leur pays d'origine, il n'y a pas d'intégration possible sur le sol français. Il y a un prérequis, disons, à la formation linguistique, mais la question de l'intégration est beaucoup plus vaste, donc ça porte sur plein d'autres domaines, notamment sur les droits au logement, et là, en général, ils tombent dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécial qui est fait pour les immigrés. Le ministre de l'Immigration veut aussi ouvrir un chantier et de taille, celui de l'identité nationale. Mais difficile pour les associations d'aide aux immigrés d'adhérer à des valeurs quand les titres de séjour sont de plus en plus courts. Ne serait-ce que sur le plan du travail. Votre séjour est susceptible d'être remis en cause tous les ans. Croyez-vous qu'un employeur, sachant cela, va s'engager facilement sur la délivrance d'un emploi, en tout cas pérenne? Attaqué sur sa gauche après le retour forcé de 3 Afghans dans leur pays, un pays en guerre, Éric Besson assume et reprend la main. À 4 mois des régionales, l'UMP relance ainsi un de ses thèmes favoris, celui de l'immigration. Les trois invités qui nous ont rejoints, le démographe Hervé Lebras, l'essayiste, éditorialiste au Figaro, Alain Gérard Slama, et Daniel Lefebvre, historien, auteur récent chez Larousse de « Faut-il avoir honte de l'identité nationale ?» Question qui appelle, je suppose, une réponse évidente de votre part. Totalement évidente, il ne faut surtout pas avoir honte, et le ministre a raison de lancer un débat qui est un débat sous-jacent, et je crois qu'il vaut mieux avoir des débats publics que des débats sous-jacents. Ça évite éventuellement des interprétations nauséeuses de la question de l'identité nationale. C'est quoi l'identité nationale pour vous? C'est un héritage qui plonge dans le Moyen-Âge, ou peut-être même déjà avec les savants de Strasbourg de 842, et c'est un héritage qui a été vivifié au fil du temps par l'histoire et qui est la base aujourd'hui de la manière de valoriser les apports des nouvelles générations ou des nouveaux arrivants. Très bien. Alors la question que chacun est donc invité à se poser lors de réunions très ouvertes, nous dit-on, dans les préfectures, à partir du 2 novembre, c'est qu'est-ce qu'être français? Est-ce que c'est une question, selon vous, messieurs, qu'il convient de relancer aujourd'hui, ou est-ce que vous y voyez des arrière-pensées politiques, Hervé Lebras? Pour moi, c'est assez simple. Être français, c'est avoir la nationalité française. Alors, quelle est la question qui est posée par derrière? Elle m'inquiète un tout petit peu, parce que est-ce que ça veut dire que on voudrait retirer la nationalité à certains, définir autrement la nationalité? Je vous rappelle que c'était dans le programme du Front National de dénaturaliser, comme disait élégamment Monsieur Le Pen. Ça a été aussi, dans des moments sombres de l'histoire,
une dénaturalisation qui a été opérée. Donc là, je suis, vous voyez, un tout petit peu inquiet s'il s'agit de cela. Sinon, s'il s'agit de la question de l'identité nationale, je comprends mal la procédure. C'est une question qui intéresse les historiens, c'est une question qui intéresse les philosophes politiques. Mais pas les politiques. C'est beaucoup de politiques disent c'est pas l'affaire des politiques. François Bayrou, beaucoup de voix à gauche. C'est pas l'affaire des politiques. C'est pas l'affaire de tous. Mais l'affaire de tous, c'est d'être. L'affaire de tous, c'est la citoyenneté. L'affaire de tous, c'est être citoyen, voter. Mais c'est pas l'affaire de définir une affaire aussi complexe. Je vais dire autrement. Un mathématicien peut vous définir un cercle. Éric Besson, qui est économiste, peut vous définir un PNB, un produit national brut. Mais personne ne peut définir une identité nationale. J'ai amené le livre de Brodel. Il dit que c'est impossible. Je pense qu'Alain Gérard Slamam le dira. Alain Gérard Slamam. Oui, Brodel a adopté ce titre d'identité de la France, et puis dans sa préface, il s'en explique. D'ailleurs, il dit très clairement que il hésite même par rapport à cette notion qui est très difficile à manier, a fortiori pour un politique. C'est difficile à manier pour un historien. Pourquoi? C'est parce que nous savons bien que le propre de ce qu'on appelle l'identité française, c'est précisément un certain nombre de critères qui sont des critères, je dirais, d'adhésion. Renan dit une volonté de vivre ensemble. Ça veut donc dire partager, sans aucun doute, la même langue, et ça veut dire aussi sans doute cultiver le même patrimoine littéraire et philosophique. Mais si on utilise le mot identité, et si on charge un ministère de définir cette identité, avec en plus, sur la base d'une enquête bizarre, on demandera à chaque Français de dire ce que c'est pour lui que l'identité de la France, le danger, c'est tout simplement qu'il y aura, on va ramasser toutes ces réponses, et on va faire quoi de ces réponses? On s'apercevrait qu'elles sont extrêmement différentes. Vous savez ce qu'a fait Renan dans Qu'est-ce qu'une nation? Il parcourt tous les critères possibles, les critères d'appartenance, et puis il dit, bah non, c'est pas la frontière. Pour lui, c'est même pas la langue d'ailleurs, parce qu'il pensait à l'Allemagne qui revendiquait les territoires et les provinces perdues. Et il conclut, c'est une volonté de vivre ensemble. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Or, dès que on fige dans une définition et dans une appartenance, si vous voulez, on réduit extraordinairement un des trésors les plus riches et les plus divers qui soient, c'est-à-dire la qualité de français. Daniel Lefebvre, qu'est-ce que vous répondez? Alors, deux choses. D'abord, sur le rôle de l'État, historiquement, j'ai des références d'historiens du Moyen-Âge. Tous disent que la France a pris corps et la nation a pris corps autour d'un État. L'État a toujours joué un rôle majeur dans la définition de l'identité nationale. Donc aujourd'hui, l'État intervienne sur cette question n'est pas pour moi une surprise. Au fond, il continue de faire ce que tous les autres régimes ont fait. Deuxième remarque, deuxième remarque, à propos de la dénaturalisation. Je ne crois pas que ce soit l'enjeu du débat aujourd'hui. Et vous évoquiez la période trouble de la guerre. Je rappelle que la résistance s'est faite sur des motivations patriotiques, y compris du côté du Parti communiste. Était aussi résistante qu'invoquée par Pétain. Et je rappelle la Diane française de Louis Aragon. Donc, dont certains poèmes ont été publiés dans le Figaro. Absolument. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il ne faut pas diaboliser exagérément les intentions. Qu'il y ait des intentions politiques, je suis bien d'accord. Quel est le but alors de cette procédure? Moi, je crois qu'il y a une vraie question. C'est qu'aujourd'hui, la notion d'identité nationale est un objet de débat. On l'a bien vu l'an dernier. Cette notion, parce qu'elle est bousculée. Elle est bousculée. Par qui, pourquoi? Elle est bousculée par la mondialisation. Quand les ouvriers font grève contre les délocalisations, ils sont bien sur l'angoisse d'une mondialisation, alors que, au fond, ils voient la nation, les frontières, comme un espace de protection. Quand il y a des pétitions, des votations pour défendre le service public de la Poste, comme l'ensemble des autres services publics, l'égalité de tous, quelle que soit sa situation géographique par rapport aux tarifs postaux, où on le voit avec la question des hôpitaux, on défend une certaine conception de la nation, on défend une identité nationale. Oui, donc, mais là, on voit très bien la pente qui est suivie, c'est-à-dire que, et d'ailleurs Brodel le dit, il dit finalement, ça se fait contre à un certain moment. Et quelque part, ce besoin de définir l'identité nationale, c'est aussi un besoin actuellement de s'affirmer, vous venez de le dire, les exemples que vous avez donnés sont tout à fait parfaits, de s'affirmer contre la mondialisation, mon Dieu, que puisse-t-on y faire, de s'affirmer contre l'Europe,
Mon Dieu, on est pris dans un système qui est immense, qu'il s'agit de comprendre. Il ne s'agit pas de résister d'un point de vue, je dirais, à la Astérix, qui est un peu ce qu'on nous propose là-dedans, et qui est très grave parce que ça nourrit justement l'hostilité et la peur vis-à-vis de l'extérieur. On fige une appartenance. Vous savez, je pense au mot de Racine en réponse à Maurice Barrès qui définissait l'identité par la terre et les morts. Il disait mère, né de mère usécienne et de père usécien et de mère havraise. Où voulez-vous, monsieur Barrès, que je m'enracine? Moi, j'ai envie de dire aussi à monsieur Barrès, né de mère néerlandaise et de père juif tunisien, où voulez-vous que je m'enracine? Autrement dit, on arrive dans des situations comme ça, finalement, à poser à l'individu la question de savoir comment définis-tu ton identité? Eh bien non, non. Et puis elle est mobile, cette identité, elle bouge. Vous savez, on a longtemps regretté que la carte d'identité soit remplacée par la carte de travail ou la carte de séjour, hein, n'est-ce pas? Bon, ou la carte de sécurité sociale. Mais comment la République a-t-elle fait pour consolider cette fameuse identité française, si ce n'est précisément par des lois sociales, par le territoire, par la construction d'une histoire qui était un petit peu comme ça, etc. L'identité nationale ne se décrète pas, elle se vit au quotidien. C'est pas la peine de rappeler les choses, par exemple dans des cours d'instruction civile, comme le propose le ministre. Non, mais il s'agit de rappeler l'histoire de France, il s'agit de rappeler ce qu'est la culture française, bien sûr. Mais ça sera le travail. Et la place des symboles, qu'en dites-vous, messieurs? Est-ce qu'il faut, par exemple, que chaque enfant français entonne au moins une fois par an la Marseillaise? Qu'en dites-vous, monsieur Lefebvre? D'abord, quand on parle, naguère, quand il y avait le certificat d'études, c'était une discipline obligatoire que de connaître la Marseillaise. Ça me choque pas qu'on chante la Marseillaise en dehors des stades de football. Juste une chose, ce qu'il faudrait quand même, sur l'histoire et sur la place de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un peu de cohérence dans la politique gouvernementale, parce que d'un côté, il y a ces déclarations du ministre Besson, et de l'autre côté, on prévoit de supprimer l'histoire comme matière obligatoire dans le concours du professorat des écoles. Alors, qui va enseigner l'histoire si les maîtres ne sont pas formés à la discipline? Donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a des tiraillements, mais on est d'accord sur plein de choses, Alors, Gérard Slama, quand même, vous condamnez... Ce supplément dans l'emploi est dangereux, je le maintiens. Ce mot et sur la méthode proposée, c'est pas dans les préfectures que ça se produira. C'est dans l'école que ça se produira le plus, que dans les préfectures, on est bien d'accord, mais je préfère quand même que le débat soit lancé publiquement plutôt, parce qu'il a été quand même au cœur de l'élection présidentielle. Les deux candidats du second tour se sont réclamés l'identité nationale sur un mode différent, mais se sont déclarés. Ségolène Royal a demandé qu'on mette, vous parliez symbole, des drapeaux à toutes nos fenêtres. Or, le débat a été... Le temps de la campagne, il a été quand même très politisé et très escamoté. Si on pouvait avoir un vrai débat sur ces questions, y compris sur les enjeux qui sont que la République doit affronter, les problèmes de l'assimilation des immigrés qui viennent en France, le problème. Ce débat a eu lieu quand même un grand nombre de fois. La commission sur la nationalité, par exemple, avait fait un très bon débat et qui était précis. Est-ce que je peux aller à contresens de votre thèse en y abondant? C'est complexe. En une minute, ça va être un exploit pour vous. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'immigrés, en effet, qui ne demandent qu'à s'intégrer dans la société française et qui, dès lors qu'en France on leur parle d'identité, ils y pensaient pas, mais ils revendiquent leur propre identité. Bien sûr. Et donc une horreur, c'est qu'on les renvoie à leur islam initial ou à leur diversité pourtant, vous dénoncez dans votre dernier livre, Alain Gérard Slama, le danger du communautarisme. Est-ce que l'identité nationale, si c'est vécu comme le rappel des valeurs communes, ne peut pas être un rempart? C'est exactement la même chose, c'est de l'extrapolation du communautarisme au niveau national. Permettez-moi de donner peut-être un exemple. Il y a eu une enquête qui a été faite dans les années 90 sur justement l'intégration, l'assimilation par l'INED et l'INSEE. On a classé, qu'on soit nombreux, on a classé des Kabyles, des Arabes, les immigrés, on a classé des Kurdes, ensuite des tout couleurs, etc., des Peuls. Et puis on s'est dit, mais alors les autres? Et on les a nommés Français de souche. Et c'était abominable parce que c'était les dresser contre les autres. Et c'est le danger qu'on court, et je crois qu'Alain Gérard... on verra comment ça se passe à partir du 2 novembre dans les préfectures, vous pourrez y aller. Que la grande différence, c'est que jusqu'à très récemment, la République avait une politique d'assimilation. Aujourd'hui, elle y renonce très largement. Alors, il y avait une autre question. On n'a pas le temps de l'aborder en France. Messieurs, autre question. Le port de la burqa est-il une menace pour l'identité nationale? C'est une question qu'on a posée sur le novelobs.com aujourd'hui. Eh bien, oui à 59%, non à 38% sur près de 500 votants. Là aussi, le débat
fait rage parmi les élus. Pour dire qu'elle est contraire à ce qu'est l'espace public et dans le monde entier, je mais dirais. c'est un délit des valeurs universelles. C'était à l'identité française autant qu'à l'identité italienne, autrichienne, menace tout le monde partout. Tout ce que vous voudrez. Et rappelons que la France est le pays des femmes, pour reprendre une expression de Mona Ozouf, et que ça en fait une de ses singularités, c'est-à-dire un pays où, au fond, la courtoisie, la galanterie font partie de la manière d'apaiser les valeurs communes de la France. Lefebvre est un très bon historien. Merci messieurs. Allez, dans un instant, documentaire sur Public Sénat. Tout le poids du monde, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui souffre d'obésité et le documentaire montre comment il tente d'en sortir. Bonsoir à tous.